Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai un sujet très chaud, comment dénicher un deal dans un marché de vendeurs. En réalité, il y a beaucoup de stratégies possibles, mais j'ai synthétisé toutes ces stratégies en trois grandes stratégies. Par la suite, je vais parler des pour, des contre de chacun de ces stratégies-là, avec les mises en garde pour ne pas tomber dans les pièges de chacun de ces stratégies-là. Et finalement, je vais vous discuter avec vous la réalité du marché par rapport à ces stratégies-là. Comment ça fonctionne de façon réelle dans le marché quand on applique ces stratégies-là. Donc, il y a trois stratégies qu'on peut utiliser pour avoir accès à des deals. La première stratégie est de faire la job soi-même. Je vais vous dire quel type d'outils que moi j'utilise, quel type de technique que j'utilise pour avoir accès à ce type de propriété-là. La deuxième façon, c'est d'utiliser un réseau de courtiers. Évidemment, comme je suis courtier, je le travaille encore plus fort que la moyenne du monde. Et troisièmement, évidemment, travailler avec un réseau de professionnels. Il y a plusieurs façons qu'on peut travailler ce type de réseau-là et je vais vous expliquer également comment moi je le fais. Fait que dans toutes les trois stratégies, je vais vous expliquer le pour, le contre et évidemment tous les pièges à ne pas tomber et comment on pourrait s'en sortir à trouver un deal si on est capable de travailler avec tous ces types de réseaux-là. Avant d'aller dans le vif du sujet, je veux juste vous dire que tous les liens vers les applications et les articles que je mentionne dans la vidéo seront dans ma bio. Alors, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, simplement écoutez la vidéo, puis par la suite, allez vers les liens qui vous intéressent et vous allez être redirigé automatiquement. La première stratégie qu'on va parler aujourd'hui, c'est la stratégie pour trouver des deals en faisant la job soi-même. Je divise ça en deux grandes catégories, soit faire la job de façon passive ou soit faire la job de façon proactive. Parlons de la façon passive en premier. La façon passive, c'est que un investisseur va utiliser des logiciels comme JLR puis mon prospecteur pour se créer des alertes pour recevoir les deals quand ils surviennent. Fait qu'ils vont adhérer à un ou les deux logiciels, vont payer leur forfait en conséquence. Selon mon expérience, c'est que quand vous payez des forfaits qui sont les moins chers, les informations vont rentrer en compte-gouttes et il semble avoir un délai beaucoup plus important que quand on se connecte par rapport au forfait plus dispendieux. Ça, c'est parce que moi, j'avais commencé à utiliser, par exemple, un prospecteur avec le logiciel le moins cher, le forfait le moins cher. Puis après ça, j'ai migré vers le forfait le plus cher pour voir s'il y avait une différence ou non. Puis qu'est-ce que j'avais, selon moi, selon mon expérience, et j'avais l'impression que le forfait le moins cher ne recevait pas le deal aussi rapidement que l'autre. Et une chose qui est certaine, c'est que le forfait le plus cher te donne beaucoup plus d'informations que le forfait le moins cher. Fait que si tu achètes le forfait le moins cher, tu as encore plus de job à faire pour dénicher toutes les informations importantes. Tandis que si tu payes le plus gros forfait, tu en avais moins de job. Ici, le mot-clé, c'est moins de job. Dans les deux cas, on retrouve très rare les coordonnées de la succession ou du vendeur pour communiquer directement avec eux. Fait qu'on va être obligé de faire des recherches pour pouvoir trouver cette information puis rentrer en contact avec les vendeurs. La façon que j'utilise, c'est que je vais regarder sur Google, je vais regarder sur Facebook. Je vais même regarder sur d'autres types de réseaux sociaux que je peux avoir des contacts comme Instagram, LinkedIn, etc. 411, le registre foncier, le registre des entreprises. Peu importe, j'essaie d'être créatif pour comment trouver les informations nécessaires pour rentrer en contact avec ces clients-là. Fait que ça, c'est comment ça fonctionne, ces logiciels-là. Tu payes un forfait, tu programmes des paramètres de recherche, succession, reprise de finances, avis de 60 jours, etc., etc. Par la suite, tu reçois des alertes, tu fais des recherches, puis par la suite, tu rentres en contact pour offrir un deal à un prix, une offre à les vendeurs, à la succession. Ça, c'est de la façon passive. Fait que c'est quoi le pour? Relativement simple. Pour peu d'argent, tu te sauves énormément de jobs à faire des suivis pour trouver ces types de propriétés-là, ces types de transactions-là. Fait que tu payes un forfait, tu mets tes paramètres, tu reçois les forfaits tout cru dans la bouche, tout cuit dans la bouche, si je peux dire ça comme ça. Mais le gros désavantage, selon moi, c'est que ces forfaits, ces programmes-là, comme ils sont faciles d'utilisation et très accessibles de façon monétaire et à la moyenne des investisseurs,
ben, on se retrouve avec beaucoup d'investisseurs qui auront exactement les mêmes paramètres de recherche que toi. Fait que quand j'ai un deal qui passe à travers ce type de logiciel-là, souvent je me retrouve en offre multiple pour acheter la propriété en soi. Fait que donc, s'il y a beaucoup d'acheteurs, bon, les deals sont beaucoup moins intéressants. Puis de plus, c'est que vous devez savoir que ces deux logiciels-là font énormément de publicité pour essayer de recruter des nouveaux investisseurs à utiliser leur logiciel. Fait que plus que eux deviennent populaires, plus ça devient quasiment comme un marché normal. Fait que si monsieur, madame, tout le monde est sur ce logiciel-là, ben ça revient à acheter sur Centris. La seule différence, c'est sur Centris, on ne paye pas un forfait pour avoir adhéré à l'information. Fait que vous voyez, c'est facile, mais la compétition est très, très, très féroce. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que à cause de ces logiciels-là, quand on travaille de façon passive avec ces logiciels-là, souvent, qu'est-ce que je réalise, c'est qu'il y a tellement d'acheteurs qui viennent voir les vendeurs potentiels, c'est que les vendeurs se disent il y a vraiment beaucoup d'acheteurs qui viennent me voir. D'après moi, mon prix n'est pas bon. Je devrais le mettre beaucoup plus cher. Fait que des fois, ils ont raison qu'il peut mettre la propriété plus chère. Donc, on risque de perdre le deal parce que ça ne vaut plus la peine. Et d'autres fois, souvent, ça ne vaut pas la peine. Leur propriétaire en vaut 800 000, ils en demandent 1 million parce que là, ils trouvent qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui achète, qui vient se présenter pour acheter. Il met un prix qui est irraisonnable, si je peux dire ça comme ça. Fait que, vous voyez, la raison souvent que je vais perdre ces deals-là, c'est que à cause du grand nombre d'acheteurs qui viennent visiter la propriété, il devient un prix que ce n'est plus un deal. Fait que dans le fond, je ne le perds pas à un autre investisseur, je le perds à monsieur, madame, tout le monde qui l'achète au prix du marché. Fait que ce logiciel-là, je l'utilise en combinaison avec toutes les autres stratégies pour trouver les deals. Parce que ça, tout seul, c'est pas suffisant. Fait que là, ça nous tombe à la deuxième façon de trouver des deals, c'est de trouver des deals en en étant proactif. Comme vous pouvez voir, la façon passive est quand même limitative pour trouver des deals de façon efficace et qui a une grande valeur de profit, si je peux dire ça comme ça, à cause que le nombre d'acheteurs est tellement grand que la marge devient de plus en plus petite. Fait que l'autre méthode de chercher des deals par nous-mêmes pour augmenter nos chances de trouver quelque chose d'intéressant et de faire la job vraiment de façon, mettre la main à la pâte pour trouver le deal. Il y a la façon pure et dure de le faire, c'est d'aller cogner à toutes les portes, envoyer des lettres, des cartes à toutes les portes jusqu'à quand on trouve un deal. Mais la réalité, c'est que si vous regardez le nombre de portes qu'on doit faire, mettons, sur le plateau Montréal, il y en a tellement qu'on perdrait énormément de temps pour trouver ce deal-là. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est que qu'est-ce que moi je fais, c'est que j'utilise des logiciels pour filtrer, réduire le nombre de portes réelles que je devrais aller cogner ou envoyer une lettre. Comment on fait ça? Ben, on va utiliser des paramètres qu'on arrive. Chaque personne est capable de trouver des paramètres qui pense qu'ils pourraient aider le dossier à faire réduire le nombre de listings possibles à aller cogner. Plus que vous êtes créatif à trouver des paramètres pour mieux cerner les vendeurs potentiels, bien, moins de jobs que vous avez à faire pour dénicher ces propriétaires-là. Mais la game est très difficile, c'est beaucoup d'essais-erreurs pour trouver comme un marché niche, une façon niche de retrouver ces vendeurs-là. Évidemment, chaque personne a leur propre sauce. Moi, j'en ai la mienne et chaque personne qui utilise ce système-là aussi. Alors, c'est à vous de découvrir par vous-même quels sont les meilleurs paramètres pour vous. Une des méthodes les plus enseignées, c'est la méthode du délai de la dernière transaction. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut simplement dire que, mettons, je fais une recherche de toutes les propriétés, que ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu de transaction. Fait que, c'est-à-dire que la dernière vente qu'il y a eu, c'est passé il y a 40 ans. Disons que le vendeur, l'acheteur, de ce moment-là qui est rendu vendeur, l'a acheté il y a 40 ans. S'il l'a acheté à 20 ans, il est rendu à 60. S'il l'a acheté à 30 ans, il est rendu à 70 ans. Fait que les chances qu'il veut vendre sa propriété quand il arrive vers la retraite ou est à la retraite sont beaucoup plus intéressantes que si quelqu'un a acheté la propriété hier.
Fait que c'est ça l'idée derrière cette stratégie-là. Fait que on va faire ça, on va sortir la liste. Fait que là, on passe la liste de toutes les portes sur le plateau à 300 portes, 200 portes, 100 portes. Peu importe le nombre de portes, ça réduit de façon drastique à combien de portes réellement je devrais aller cogner. À partir de ce moment-là, moi, qu'est-ce que je fais encore pour encore pousser ça un petit peu plus loin? C'est que je vais aller voir physiquement chacun de ces 100 portes-là, ces 50 portes-là, voir l'état de la propriété. Plus la propriété est en mauvais état, plus que je vais le contacter rapidement. Plus que la propriété est en bon état, moins je vais être intéressé de la contacter. La logique derrière tout ça, c'est que si vous achetez une propriété en bon état, bien, vous allez payer une propriété en bon état. Mais si vous prenez exactement la même propriété qui n'est pas en bon état, qui soit en mauvais état, ben vous allez payer en conséquence. Fait que c'est à vous de travailler le deal, faire les rénovations nécessaires pour l'amener en bon état pour aller chercher la plus-value. Puis un vendeur qui est raisonnable ne peut pas vous vendre une propriété en mauvais état au prix d'un bon état. Il va vous vendre la propriété dans l'état qu'elle est. Donc, vous avez une plus-value pour aller chercher. Fait que aller chercher un pur deal où ça en vaut 800 000 puis on en paie 700 000, c'est très difficile. Par contre, trouver un deal où que le monde est prêt à vendre à la juste valeur dans l'état qu'elle est puis qu'on peut optimiser pour aller chercher l'équité supplémentaire ou chercher des bons revenus, ça, c'est beaucoup plus plausible, c'est beaucoup plus facile comme deal à trouver. Parce que la réalité, là, c'est que si vous voulez augmenter un parc immobilier de façon constante, vous devez être capable de trouver un groupe de vendeurs qui se retrouvent en abondance sur le marché. Fait qu'on est-tu d'accord que quelqu'un qui est prêt à donner sa propriété pour des peanuts, on n'en trouve pas ça à tous les coins de rue. Puis de plus, en plus de ça, quand on est dans un marché de vendeurs, si cette propriété-là arrive dans un environnement où on peut trouver beaucoup d'acheteurs, ben le prix va s'ajuster. Puis l'exemple, c'est quand on revient à les propriétés qui sont vendues hors marché, mais à travers le système, je dirais, de façon passive. Il y a tellement d'acheteurs sur ce marché-là présentement que le prix va s'ajuster à la hausse pour diminuer notre valeur de deal. Fait que trouver notre client qui vend à feu, qui va faire une vente de feu pour un prix dérisoire, c'est très difficile. Par contre, trouver quelqu'un qui veut vendre à la juste valeur marchande selon la condition de la propriété, qui nous laisse encore du jeu à pouvoir optimiser, c'est beaucoup plus plausible. C'est à cause de ça qu'il faut trouver une stratégie pour grandir qui est plausible. Fait que la seule qui est plausible en ce moment, c'est trouver des deals équitables. Un win-win, comme on dit. Mais trouver un deal où on est le gros gagnant puis le vendeur perd tout, c'est très difficile. De ça, c'est important de discerner les deux types de deals. Puis dans le cas qu'on est chanceux, qu'on est capable d'avoir un meilleur prix que la valeur qui en vaut réellement, tant mieux pour nous. Mais trouver un deal raisonnable à optimiser, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus faisable. Fait que pour les pour et les contre, ben les contre de ce système-ci, c'est relativement simple. C'est très long. Vous devez faire énormément de recherche, énormément de filtrage, énormément de suivi, puis les résultats sont incertains. Par contre, le plus gros avantage, c'est que quand vous allez arriver dans une propriété qui a tout passé à travers tout ça, il y a des bonnes chances que vous êtes le seul qui va présenter une offre. Et que si vous êtes le seul qui va présenter une offre, il n'y a pas la pression des offres multiples pour monter le prix de la propriété et réduire votre marge de profit possible. Fait que souvent, selon mon expérience, ce type de propriété-là, ce type de transaction va rapporter beaucoup plus que ce de fait de façon passive. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, fait que ça dépend de votre profil d'investisseur. Ben, vous allez aller plus vers une version facile ou une version difficile, mais dans mon cas, à moi, je l'ai fait les deux méthodes simultanément parce que le nombre de deals présentement sur le marché, c'est tellement minime. Même en faisant ça, il n'y en a pas beaucoup. Fait que la morale de l'histoire, c'est que plus que vous mettez du temps à trouver un deal qui ne paraît pas aussi évident que la moyenne des acheteurs, vous avez une meilleure chance de le closer à des meilleures conditions. Tandis si vous prenez la façon paresseuse d'avoir des alertes, ben, vous allez avoir une fréquence plus régulière de propriétés à acheter,
mais la marge de profit est souvent moins intéressante parce qu'il y a tellement d'acheteurs qui arrivent en même temps qui fait augmenter le prix. Fait que, comme vous pouvez voir, la première stratégie de trouver des deals par soi-même, c'est quand même fastidieux pour le faire. Mais comme je le dis à tout le temps à tous mes clients que je travaille avec, pour augmenter encore plus nos chances, on devrait utiliser plus qu'une stratégie pour trouver des deals. Ça conclut mon premier vidéo d'une série de 3 qui va parler comment trouver des deals dans un marché de vendeurs. Fait que la première section, vous l'avez eu, c'est comment trouver un deal par vous-même. Le deuxième sera à travers un réseau de courtiers et le troisième vers un réseau de professionnels. Fait que, idéalement, comme je le dis, vous devrez utiliser le plus grand nombre de stratégies possibles pour augmenter vos chances d'avoir un bon deal. Fait que d'ici là, je vous souhaite une bonne continuité et si vous avez aimé ma vidéo, me donner un pouce comme d'habitude. Ne vous gênez surtout pas de partager ma vidéo. Laissez vos commentaires, donnez votre point de vue. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Tout est bienvenu en autant que c'est constructif et poli. Alors, gênez-vous surtout pas. D'ici là, je vous souhaite une belle continuité.